Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de Cheese Investing, l'investissement boursier affiné pour tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu pédagogie. On va s'intéresser aux ETF et notamment donc comment choisir son premier ETF lorsqu'on débute en bourse. On va passer en revue les différents critères que vous avez maintenant sous les yeux. On va les traiter un par un, hein, et puis après on va avoir un exemple concret au milieu de cette vidéo avec la sélection d'un ETF via un site bien connu sur Internet. Donc surtout voilà, restez bien jusqu'au bout, comme ça au moins vous avez la théorie et deux la pratique, c'est ça le plus important. Donc c'est le premier critère et le plus important, c'est l'indice de référence. Donc concrètement, qu'est-ce que mon ETF va copier? C'est un peu la destination de voyage, si on veut bien, de votre ETF. C'est concrètement qu'est-ce que ça traque. Voilà, donc ça c'est vraiment la première question à se poser avant d'investir. Deuxième chose, donc c'est pareil, une question très importante. Est-ce que vous souhaitez que ce soit un ETF qui soit capitalisant ou distribuant? Concrètement, c'est qu'est-ce que vous voulez faire de vos dividendes. Donc les ETF, au même titre qu'une action individuelle, va vous reverser des dividendes, donc que ce soit de manière mensuelle, trimestrielle, annuelle, etc. Donc dans le cadre en fait d'un ETF distribué, en fait, ça va vous verser ce cash directement sur votre compte. Donc voilà, c'est sympa hein, pour matérialiser en fait vos gains, pour se créer un revenu, une sorte de rente un peu régulière. Mais bon, si vous débutez et que vous visez le long terme, vous pouvez très bien privilégier un ETF capitalisant, qui est souvent un bon choix, en tout cas d'un point de vue fiscal. Donc voilà, après là, ça va dépendre un petit peu de votre situation, du pays de référence dans lequel vous êtes, parce que ça peut rentrer dans vos revenus ou pas. Ça dépend également de l'enveloppe que vous avez choisie. Si vous êtes en France, il y a un PEA, il y a un compte titre ordinaire. Donc là, voilà, pareil, au niveau de la fiscalité, ça peut rentrer en jeu et vous faire déterminer si vous préférez un capitalisant ou un distribuant. Mais globalement, voilà, si vous commencez et que vous êtes un peu novice, souvent les personnes préfèrent les ETF capitalisants parce qu'ils réinvestissent en fait directement les dividendes pour acheter de nouvelles parts. Donc en fait, c'est une sorte d'effet boule de neige un petit peu. Donc c'est ce qu'on appelle globalement les intérêts composés. Troisième critère, donc celui qui fabrique l'ETF, entre guillemets, donc c'est-à-dire l'émetteur. Donc les plus connus, donc il y a les Américains Vanguard, BlackRock. Donc BlackRock, ils ont une gamme qui s'appelle iShares. Après, vous avez également des émetteurs européens tels qu'Amundi, BNP, etc. Concrètement, là, le but, enfin, là, faut pas trop se compliquer la vie, hein. Le but, c'est de rester chez les leaders du marché. Ils ont une infrastructure solide, un historique. Financièrement, c'est relativement solide également pour sécuriser vos investissements. Quatrième critère, l'actif sous gestion. Souvent, donc ça correspond à peu près à la liquidité de l'ETF. Bah, concrètement, en fait, c'est la taille de l'ETF. Donc là, justement, on va chercher donc des ETF qui sont extrêmement capitalisés. Donc généralement, on dit plus de 500 millions d'euros à peu près pour une capitalisation correcte. En fait, plus l'ETF gère d'argent, plus c'est un ETF qui est liquide. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'acheteurs, beaucoup de vendeurs et donc vous pouvez revendre vos parts d'ETF facilement. Donc voilà, il faut plutôt éviter donc les ETF un peu plus micro qui gèrent par exemple moins de 500 millions d'euros. On peut avoir peur qu'ils ferment un peu du jour au lendemain et que vous ne puissiez pas vendre facilement vos parts. Cinquième critère de comment choisir son ETF, le TER. Donc le TER, donc ça vient de l'anglais pareil, Total Expense Ratio. Donc c'est les frais de gestion annuels de votre ETF concrètement. L'avantage des ETF, c'est qu'ils sont très peu chers hein, comparé aux fonds classiques que pourrait proposer une banque, tout ce qui est fonds de placement. Donc pour un ETF classique comme SP500, MSCI World, on vise des frais qui sont inférieurs à 0,2%. Donc là, encore une fois, on est annuel. Aller jusqu'à 0,2, entre 0,2 et 0,5, on est OK. Après, au-delà de 0,5, généralement, j'évite. Globalement, quand vous êtes au-dessus de 0,5, c'est soit que c'est pas un bon ETF, soit c'est vraiment des choses un peu exotiques, ça réplique des indices ou des thématiques vraiment spécifiques. Vous pouvez payer plus, mais honnêtement, moi, sur ce que je fais, c'est-à-dire des indices très simples, S&P 500, MSCI World, CAC 40, SMI, je me base uniquement sur des taux qui sont inférieurs à 0,25%. Ensuite, domicile du fonds. Alors ça c'est pareil, ça c'est quelque chose qui est très peu évoqué par les producteurs de contenu sur le sujet, mais concrètement c'est où est basé votre ETF. Donc c'est la domiciliation du fonds.
et ça a un impact en fait direct sur la fiscalité interne du fonds, mais surtout en fait sur tout ce qui est dividendes étrangers. Donc on va regarder ensuite, hein, mais concrètement donc l'ETF qui est irlandais, il débute en fait par IE et par exemple les luxembourgeois donc c'est LU. Voilà, donc on va prendre l'exemple juste après pour que ce soit plus parlant. Ensuite, l'ancienneté, pour moi, donc un bon ETF sur lequel on peut investir des grosses sommes et de manière régulière, c'est un ETF qui a fait ses preuves dans le temps. Donc, généralement, moi, j'ai privilégié des ETF qui ont une ancienneté supérieure à 10 ans. Disons qu'à partir de 5 années, on commence à, voilà, à être relativement tranquille, on a un track record, et puis encore une fois, si tous les critères précédents sont respectés, globalement, l'ancienneté, vous allez voir qu'elle est facilement à plus de 5 ans. Avant-dernier critère de sélection pour votre ETF, la devise de cotation. Donc concrètement, c'est dans quelle monnaie vous allez acheter votre part d'ETF. Donc voilà, donc là, encore une fois, de manière globale, si vous habitez en zone euro, je vous conseille d'acheter vos ETF dans une devise qui est cotée en euros, tout simplement. Ça vous évitera de payer des frais de conversion euro-dollar, par exemple, à votre courtier à chaque fois que vous achetez ou que vous vendez une part d'ETF. Voilà, donc attention parce que ça ne vous protège pas donc, contre la fluctuation des autres devises, donc notamment du dollar si vous faites du SP500. Si vraiment vous voulez vous prémunir contre ce risque, il faut acheter ce qu'on appelle des ETF hedgés. Donc là, voilà, je pourrais faire une autre vidéo sur le sujet si vous souhaitez en savoir plus. Mais là, concrètement, pour éviter de complexifier la chose, ne vous prenez pas trop la tête au niveau de la devise de cotation. Donc l'important, c'est le sous-jacent de l'ETF, c'est-à-dire concrètement, qu'est-ce qu'il traque. Neuvième et dernier critère, le type de réplication que vous souhaitez pour votre ETF. Donc là, on a deux grands types, hein. Donc c'est physique et synthétique. En règle générale, on va préférer la réplication physique. Voilà, la réplication synthétique, en fait, ça utilise donc des contrats, des contrats assez complexes, souvent des swaps. Enfin voilà, je ne vais pas rentrer dans la technique maintenant, mais concrètement, avec la réplication physique, ça veut dire qu'en fait que l'ETF achète véritablement le sous-jacent, donc les actions de Apple, Microsoft, etc., qui sont à l'intérieur du SP500. C'est plus transparent, c'est plus simple à comprendre pour tout le monde, et à mon sens, ça limite un peu les risques. Juste dernière petite précision concernant donc la réplication. Tu peux faire une petite exception en fait si on parle du PEA, donc de l'enveloppe fiscale française, car les ETF synthétiques sont parfois nécessaires, notamment pour tout ce qui est SP500, pour pouvoir répliquer donc, les actifs américains. Mais sinon, donc, tout ce que j'ai dit précédemment est juste concernant le type de réplication, je préfère du physique. Je vous demande juste 3 secondes de votre temps afin de liker cette vidéo et vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. On propose ici, donc comme vous pouvez le voir, du contenu pédagogique, notamment pour les débutants en bourse, et également pas mal d'analyses de société. On a déjà fait LVMH, Essilor, Air Liquide, et il y en aura encore bien d'autres. Donc voilà, mais histoire de ne rien rater, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait plaisir et ça soutient la chaîne. Ceci étant dit, donc on rentre dans le vif du sujet avec le site donc Just ETF, comme je vous disais, donc Just ETF, bon on va le prononcer à la française, hein, donc Just ETF. Donc on va reprendre donc tous nos critères qu'on vient de lister ici et on va regarder concrètement qu'est-ce qu'on peut acheter en termes d'ETF. Là on va prendre un exemple où je veux investir sur le SP500. On sait que par exemple dans le cadre d'un PEA, on ne peut pas acheter de valeurs américaines telles que Microsoft, etc. Donc souvent en fait les gens passent par des ETF qui répliquent le S&P 500, ce qui est ma foi une très bonne façon de faire. Donc on va aller dans sélecteur d'ETF. Donc là donc il y a les différents types d'ETF qui sont disponibles. Donc ETF par thème, liste d'actions. Nous ce qui va nous intéresser donc c'est la liste complète des ETF. Sélecteur. Ok, donc là on est sur le sélecteur, parfait. Ensuite, donc on va filtrer. Donc voilà, donc là on rentre dans le vif du sujet. Donc typiquement, donc il existe donc des ETF actions, obligations, métaux précieux, matières premières, crypto, etc. Enfin voilà, je vous laisse lire. Nous, ce qui va nous intéresser, donc là c'est classe d'actions, du coup, étant donné que bah, S&P 500, bah, ça réplique des actions. Donc États-Unis, on va le prendre dans pays. Donc là, c'est pour c'est pour l'indice de référence, hein, c'est pour le sous-jacent, c'est pas pour la domiciliation du fonds. Ensuite, on va s'intéresser donc à l'ancienneté également, comme je vous ai dit, moi c'est plus de 5 ans minimum. Donc on va prendre encore une fois donc quelqu'un qui est au PEA en France, donc éligible au PEA, comme ça va déjà bien filtrer. Donc là on voit qu'on en a plus que 16, hein. Ensuite on a quoi? Allez,
Actifs sous gestion, donc c'est la taille du fonds. Voilà, on va sélectionner plus de 500 millions. Et tiens, petite chose d'ailleurs qui est très importante, là la méthode de réplication, on voit que sur les 7 qui nous restent, il y a uniquement du synthétique. Sachez que c'est pas grave dans cet exemple, car en fait les investisseurs français, d'un point de vue, enfin, c'est d'un point de vue juridique, légal, etc. Je vous laisserai lire. Mais concrètement, en fait, tous les ETF qui répliquent de l'ETF, du S&P 500, pardon, on est obligé de passer par du synthétique. On ne peut pas avoir de physique en fait. Donc c'est pour ça qu'ils sont uniquement synthétiques, mais dans ce cadre-là, c'est pas grave. Donc bref, bah voilà, bah là ça me paraît pas trop mal comme filtre. On va refermer. Et du coup, donc on tombe sur BNP Paribas, Easy S&P 500. Ok, donc là il est coté en USD. Vous voyez, donc là c'est cette partie-là, donc la partie devise. Donc là c'est coté en USD, là c'est coté en euros. Nous, comme je vous l'ai dit, donc on va plutôt s'intéresser à l'euro. On voit donc que la taille du fonds, elle est bonne. Les frais de gestion annuels, pareil, on est à 0,14, donc on est nettement en dessous donc des 0,2, donc on est parfait. On va aller regarder, mais il me semble qu'il est capitalisant. Attendez, je vais juste refermer ça. Voilà, parfait. Donc BNP. Donc c'est le nom de l'émetteur, hein, comme je le mettais là. Donc ça, c'est OK. Taille du fonds, c'est OK. Parfait. Bah, écoutez, celui-ci, par exemple, il paraît très bien. Donc, on va juste reprendre notre checklist pour vérifier que tout est bon, mais normalement, c'est OK. Donc, indice de référence, on a dit S&P 500, on est là, S&P 500. Capitalisant ou distribuant, donc ça dépend. Là, en l'occurrence, c'est capitalisant, ce qui est plutôt pas mal pour une enveloppe comme le PEA. Émetteur de l'ETF, donc là en l'occurrence on est sur BNP, donc bon là il n'y a pas trop de problème aussi d'un point de vue réputation, etc. Actif sous gestion, donc la liquidité de notre ETF, donc on est sur un ETF donc, qui est très liquide, étant donné que voilà, taille du fonds on est à plus de 3 milliards d'euros. TER, est-ce qu'on est en dessous des 0,2% annuels? On est en dessous des 0,2, c'est parfait. Domicile du fonds, donc là on va checker, mais bon, je pense que normalement c'est France. Ouais, domicilié en France, nickel. Ancienneté plus de 5 ans, donc là comme je vous l'avais dit dans la première partie, donc on a plus de 10 ans même, donc c'est parfait. Devise de cotation euro, on est sur de l'euro, c'est parfait. Et enfin, donc réplication physique synthétique. Donc là, comme je vous l'ai montré avant, on est sur du synthétique. Malgré tout, c'est pas grave dans notre exemple bah voilà, pour l'argument que je vous ai fourni juste avant. Et dernière chose à faire, donc lire la doc. Donc ça, c'est très important. C'est en fait les documents d'information clés, donc DIC. Ça, c'est la définition en anglais. Mais voilà, globalement, il faut bien lire ces documents. On va regarder tout de suite. Voilà, bon, voilà, je vais pas faire les 3 pages devant vous, mais concrètement, en fait, ça reprend tout, en fait. Concrètement, qu'est-ce qu'elles font, quel est son objectif, quel est le produit, en quoi consiste le produit, quel est l'indicateur de risque. Enfin, c'est tous les documents clés que normalement, bah voilà, vous êtes censé lire hein, avant de rentrer dans cet ETF. Donc voilà, donc je pense que la vidéo est maintenant finie. C'était relativement complet, je pense, au niveau des critères. Il y a probablement d'autres critères qu'on aurait pu également ajouter, parce que voilà, il existe des multitudes d'ETF. Mais voilà, ça c'est pour moi, c'est vraiment les 9 critères qui sont vraiment importants, qui sont nécessaires avant d'investir. Donc voilà, on a eu l'exemple concret avec le S&P 500 en euros pour un PEA. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, avec quel ETF vous avez commencé votre parcours d'investisseur. Est-ce qu'il y en a que vous préconisez plutôt que d'autres et pour quelles raisons? N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. J'adore les lire, je réponds à tous les commentaires. Donc voilà, encore une fois, le but c'est d'apporter de la valeur ajoutée, mais surtout de partager un petit peu nos expériences et de créer une réelle communauté. Donc n'hésitez surtout pas à taper des commentaires, ça fait plaisir et ça soutient la chaîne en parallèle. Sur ce, je vous laisse. On se retrouvera avec une prochaine vidéo analyse d'action. Et puis voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Ciao!